Bonjour et bienvenue sur l'Oncologie Press Room mise en place par LGCOM pour ce congrès de l'ASCO. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour du congrès qui se termine, heure de Chicago, aujourd'hui à 12h30. Et donc, ce dernier point presse vous permettra de poser toutes vos questions à la fin, puisque j'imagine que vous avez suivi un certain nombre de conférences et sans doute regardé des sessions ou assisté à des sessions. Donc voilà, vous pourrez poser vos questions à la fin. Le point presse est animé aujourd'hui par notre partenaire institutionnel Unicancer et je remercie à nouveau le professeur Jean-Yves Blais, son président, et le professeur Muriel Dahan, qui est directrice de la recherche et du développement à Unicancer, pour leur contribution active. Ils sont aujourd'hui accompagnés du docteur Esma Saada, qui est oncologue médical à Nice, à l'hôpital au centre Antoine Lacassagne. Juste avant de leur laisser la parole, je vous reprécise quelques petits points techniques. Si jamais vous êtes coupé ou que ça ne fonctionne plus, vous pouvez rafraîchir votre page. Et si à nouveau vous avez des problèmes, vous pouvez appeler Marianne de Kuiper, dont vous avez les coordonnées à l'agence LGCOM. Pour les questions, vous les posez comme d'habitude sur le chat qui est à droite de votre écran et nous y répondrons à la fin de la conférence. Je les poserai en votre nom aux experts ou ils vous en répondront directement en fonction de la vitesse à laquelle arrivent les questions. Et enfin, vous pouvez retrouver cette conférence en replay juste après la conférence et ce, pendant 1 mois. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole au professeur Jean-Yves Blais qui va nous donner quelques grandes lignes de cette fin d'ASCO. Merci, professeur. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laurence pour cette introduction. Donc, back from ASCO. Comme on l'avait dit en introduction, il y a pas mal de données nouvelles. Encore une fois, une série de New England sorties en même temps que la plénière sur laquelle on va pouvoir revenir. En fait, les messages assez globaux que l'on peut retenir de l'ASCO, c'est que la vague d'innovation persiste et que globalement, de nouvelles stratégies thérapeutiques émergent et transforment les choses de manière très spectaculaire avec les inhibiteurs de nouvelle génération en première ligne thérapeutique, l'introduction de l'immunothérapie plus précocement en situation néoadjuvante. Là encore, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. L'utilisation également croissante des anticorps drogues conjuguées dont le nombre augmente, les cibles augmentent, la diversité des options thérapeutiques et l'approche étude basket va devenir probablement la règle pour le développement de ces traitements avec déjà des résultats intéressants pour des tumeurs difficiles à traiter, par exemple gastro-intestinales. Et puis, les soins de support également assez à l'honneur, y compris en session plénière, avec des observations intéressantes sur le suivi à long terme des patients qui ont été traités et guéris pour leur cancer. Tout ne se finit pas à la fin du dernier traitement et on a des séquelles qui peuvent être observées. Alors, on aura l'occasion de discuter de tout cela. Je vais tout de suite laisser la parole au docteur Esma Saada qui va nous parler des points qu'elle a retenus au niveau de l'ASCO, en soulignant le fait qu'elle devra partir un peu avant la fin. Donc, un peu après Muriel Dahan, je lui proposerai de répondre aux questions que vous pourrez lui poser. Donc, tout de suite, Esma Saada. Merci Jean-Yves. Bonjour à tous. Alors, moi, l'une de mes localisations de prédilection, c'est l'ORL, avec des présentations dans le stade métastatique qui, aujourd'hui, ne vont pas modifier nos pratiques, mais qui nous encouragent à personnaliser encore plus les traitements dans cette pathologie, qui classiquement est liée à l'intoxication alcoolo-tabagique, avec un deuxième facteur de risque qui a émergé ces dernières années, qui est l'infection à l'HPV. Pour l'instant, on traite les malades métastatiques de la même manière, c'est-à-dire que s'ils expriment PDL1 dans leur tumeur, on fait un anti-PD1 plus ou moins de la chimiothérapie. Et s'ils ne l'expriment pas, on fait une polychimiothérapie avec un anticorps qui cible le REGF. Plusieurs études de phase 2, dont certaines comparatives. D'abord pour les HPV négatifs, où on revient sur le rôle prédominant du ciblage de EGFR avec 2 présentations cette année, l'une avec un anticorps bispécifique qui s'appelle le MCLA 158 qui a été présenté par Jérôme Fayette, en combinaison au pembrolizumab en première ligne métastatique, et le MRG003 qui est un anticorps conjugué anti-REGF développé par une boîte chinoise, lui aussi associé à un anti-PD1 qui s'appelle le HX001. Ce que l'on retient, c'est que cette approche, elle est surtout efficiente dans les HPV négatifs,
et qu'on obtient des taux de réponse qui surpassent de très loin nos standards actuels. On dépasse les 60% avec des taux de contrôle de la maladie qui atteignent les 70 à 80% pour le sous-groupe de maladies qui est le plus mauvais pronostic, hein, les HPV négatifs. Et des essais de phase 3 qui se veulent d'enregistrement sont déjà en train d'être montés et on est tous très attentifs à l'arrivée de ces essais. Pour ce qui est des HPV positifs, plusieurs études également présentées qui associaient en première ligne aussi métastatique, en plus d'un anti-PD1, une vaccination, ou en tout cas une manière de cibler les protéines oncogènes de l'HPV, soit avec un peptide recombiné, soit avec un anticorps qu'on appelle un T-cell engager. Alors, les études sont très informatives parce qu'elles nous montrent que, y compris au stade métastatique, ces malades gardent un très bon pronostic avec des médianes de survie globale qui sont de l'ordre de 23 à 25 mois avec l'immunothérapie seule, alors que dans la population globale, celle qui est liée au tabac, on a des médianes qui sont plus autour des 12 à 15 mois. Donc, pour la manière de monter nos essais thérapeutiques, ça, c'est très important. Ensuite, on voit de manière concordante sur l'ensemble de ces essais que ceux qui bénéficient de cette approche du ciblage des protéines de l'HPV en plus de l'immunothérapie, c'est ceux qui sont déjà susceptibles de répondre à l'immunothérapie avec un CPS élevé. Donc ça va conditionner notre manière d'avancer dans la recherche et enfin en ORL pouvoir dichotomiser et personnaliser un peu plus les traitements. Ensuite, en parallèle de l'ORL, moi, je me suis beaucoup intéressée aux résultats qui étaient rapportés pour des mutations d'intérêt, notamment dans les cancers du poumon, avec la Caras G12C, avec deux molécules qui ont, comme le disait le professeur Blay en introduction, sont des inhibiteurs de nouvelle génération qui, non seulement en termes d'efficacité, mais aussi en termes de profil de tolérance, surpassent de très très loin les inhibiteurs de Caras G12C de première génération. Et ça, on s'y attendait un peu parce que c'est un peu l'histoire naturelle du développement de ces thérapies ciblées. Le premier, c'est l'olomarazib, ou le LY3537982, qui est un inhibiteur de deuxième génération de Caras G12C. Et là, on a une réactualisation de l'essai de phase 1 qui ensuite a été compris une cohorte d'extension, avec une majorité de cancers du poumon qui ont été inclus. Mais il y avait aussi des cancers du pancréas et des cancers du côlon. La très bonne nouvelle, c'est que le profil de tolérance est excellent. Il n'y a quasiment pas de toxicité de grade 3 et l'essentiel de la toxicité relève d'une diarrhée de grade 1. Donc, rien qui interfère fondamentalement avec un fonctionnement normal au quotidien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième très bonne nouvelle, c'est l'efficacité. Dans la cohorte non colorectale, où il y avait 105 patients, on a un taux de réponse objectif qui est de 35%, mais surtout un taux de contrôle de la maladie qui est de 89%. Y compris chez les cancers du poumon pré-traités qui avaient déjà reçu un inhibiteur de Caras. Donc ça, c'est une molécule qui va falloir surveiller de très près et qui, très vraisemblablement, va rapidement trouver sa place dans nos arbres décisionnels. La deuxième approche pour le ciblage de Caras G12C, c'est l'association d'une autre molécule qui s'appelle le glécirazib, une molécule qui cible le SHP2, qui est en fait une protéine qui se trouve dans la même voie de signalisation. Et en fait, on fait un double blocage sur la même voie de signalisation. Donc, cette petite molécule, elle s'appelle JAB3312. C'est une molécule d'une boîte chinoise qui, donc pour ce qui est de glécirazib, montrait déjà une activité en monothérapie qui était intéressante, puisqu'on avait des taux de réponse objectifs de 48%. On nous a présenté cette année les datas actualisées de la combinaison en première ligne des cancers du poumon métastatiques avec donc, ce glécirazib, l'inhibiteur de Caras G12C de nouvelle génération, en combinaison à l'inhibiteur de SHP2. Là aussi, la très très bonne nouvelle, et ce malgré la combinaison qui donc, est là pour tous les patients, on a un profil de tolérance qui est excellent avec une majorité de toxicité de grade 1-2, quelques toxicités de grade 3, mais dont l'incidence est toujours autour de 1 à 3%, donc quelque chose de très très rare, et qui concerne des effets secondaires qui sont très gérables, comme l'anémie, l'hypertriglycéridémie, la neutropénie ou la diarrhée. On confirme un gain d'efficacité puisque le taux de réponse objective il est de 77%, le taux de contrôle de la maladie il est de 90%, lorsque on mesure l'efficacité avec la dose déterminée pour la phase 2. Au moment du cut-off, au moment de l'analyse, il y avait 45 patients sur 66 qui étaient encore en cours de traitement. Donc là aussi, c'est une approche qui est extrêmement prometteuse
et qui est en train de continuer à se faire évaluer dans ce contexte-là. Une dernière étude dans le cancer du poumon qui a été présentée à l'oral, c'est l'étude Crohn qu'on vous avait déjà annoncée dans cette émission, qui, elle, concerne les cancers du poumon non à petites cellules avec les mutations de ALK. Alors, pour rappel, les mutations de ALK, ce sont des mutations qui sont très rares, mais qui caractérisent une sous-population, essentiellement des adénocarcinomes bronchopulmonaires. Et cette mutation, c'est un driver, c'est-à-dire qu'elle est essentielle, elle joue un rôle très, très important dans l'avancée de la maladie. Et elle a été ciblée par plusieurs petites molécules. La dernière qui était validée, c'était le crizotinib. Et cette phase 3, l'essai Crohn, a comparé le lorlatinib, qui était un autre inhibiteur de nouvelle génération développé par Pfizer, et il s'est comparé au standard qui était le crizotinib. À l'occasion de cet ASCO, on nous a présenté les résultats actualisés après 5 ans de suivi médian qui confirment le gain d'efficacité qui est écrasant, puisque la médiane de survie sans progression n'est pas atteinte dans le bras expérimental avec le lorlatinib, et le taux de survie sans progression à 3 ans est de 60% pour le lorlatinib, alors qu'il n'est que de 8% pour le crizotinib. Donc là aussi, un game changer, comme le diraient les Anglais. Et enfin, je finirai sur une étude qui, elle, ne parle pas d'un médicament, mais plutôt d'une stratégie thérapeutique. C'est l'étude Transmet, qui est une étude coopérative française qui a évalué l'ajout de la transplantation hépatique chez les patients qui sont suivis pour un cancer du côlon avec des métastases hépatiques non résécables et qui étaient non progresseurs sous chimiothérapie. Alors évidemment, les patients étaient sélectionnés. C'était un essai randomisé avec 47 patients dans chaque bras. Et la très bonne surprise, c'est que le profil de tolérance reste bon chez les patients qui sont évidemment hyper sélectionnés et que la survie globale à 5 ans, elle est de 57% dans le bras avec transplantation, alors qu'elle n'est que de 13% dans le bras avec chimiothérapie. Et lorsqu'on fait l'analyse per protocolaire, c'est-à-dire quand on regarde vraiment qui a reçu une transplantation et qui ne l'a pas reçu, on est à 73% pour la transplantation versus 9% pour la chimiothérapie seule, avec un hasard ratio à 0,16, un hasard ratio qu'enviraient la plupart des thérapies ciblées de nouvelle génération. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va se généraliser, mais très clairement, c'est quelque chose qu'il faudra rajouter sur nos algorithmes décisionnels pour la prise en charge thérapeutique des cancers du côlon avec métastase hépatique. Voilà pour l'essentiel des sélections en première intention, pour ma part. Et je laisse la parole au professeur Muriel Dahan. Merci beaucoup, Esma. Merci de cette invitation. Et donc, comme nous l'avons annoncé au pré-ASCO, il y a un certain nombre d'innovations qui ont été annoncées dans cet ASCO tout à fait enthousiasmantes. Alors, je voudrais souligner quand même la magnifique étude Prodige 24, Accord 24. On n'est pas dans l'innovation telle qu'on la conçoit, mais c'est une avancée dans la prise en charge du cancer du pancréas avec la mise au point de signatures transcriptomiques grâce à l'intelligence artificielle qui permettent de mieux cibler le traitement le plus adapté à l'adénocarcinome du pancréas. Donc le choix entre la gemcitabine et le FOLFIRINOX modifié. Grâce à cette signature, nous avons une efficacité bien meilleure avec moins d'effets secondaires puisque nous pouvons mieux décider du traitement le plus adapté à chaque patient. Donc, on est vraiment dans la médecine de précision avec certes d'anciennes molécules, mais c'est une innovation et c'est une équipe Unicancer, UCGI qui l'a réalisé. Donc, c'est tout à fait important de le souligner. Je pense qu'il est aussi important de mettre l'accent. Alors, comme l'a dit Jean-Yves, on a un certain nombre d'ensembles d'innovations intéressantes et d'avancées scientifiques vraiment importantes à souligner au cours de cet ASCO. Le premier ensemble, c'est tout ce qui est utilisation des thérapeutiques en néoadjuvant, en particulier les immunothérapies, avec l'étude NADINA qui a été qu'on avait aussi annoncée
avancée, mais qui a été présentée et qui permet de confirmer que l'immunothérapie, donc nivolumab en néoadjuvant avec ipilimumab, comparé au nivolumab en adjuvant, c'est-à-dire après l'opération, dans le mélanome macroscopique RESECAP de stade 3, donc cette étude NADINA de phase 3, a convaincu avec des résultats tout à fait marquants, puisque on a 423 patients recrutés et une survie sans événement à 12 mois de 83,7% pour l'immunothérapie préopératoire contre 57,2%. Donc, on a un risque relatif de 0,32. Et donc, on est vraiment sur quelque chose qui est susceptible de changer les pratiques et de devenir, comme l'a dit le docteur Julie Gralot, la chef médical officer de l'ASCO, qui est susceptible de devenir la norme de soins dans ce domaine, mais aussi probablement dans d'autres cancers pour lesquels ces immunothérapies sont indiquées. On a également dans le mélanome muté BRAF, l'association d'abrafénib et trametinib, qui a fait l'objet d'une étude de phase 3 combi-AD, qui ce sont des données de suivi de plus de 10 ans qui ont été présentées et avec une réduction tout à fait marquante de 20% du risque de décès grâce à cette combinaison en néoadjuvant. Donc là encore, quelque chose de tout à fait marquant. Et puis, on a de plus en plus d'études qui avancent sur le cancer du rectum localement avancé avec le dostarlimab, ou le cancer colorectal opérable avec le pembrolizumab, le cancer colorectal avec DMMR ou MSI élevé. Et puis enfin des nouvelles voies d'IBI 310 plus Sintilimab qui donnent des réponses, ce qu'on appelle des réponses pathologiques complètes, qui donc montrent l'efficacité d'un traitement néoadjuvant. Là, il s'agit du cancer colorectal MSI-High ou DMMR. C'est une phase pilote, c'est une étude pilote de phase 1B, mais là encore, on a des PCR de 80%, ce qui est tout à fait marquant par rapport au Sintilimab seul. On a également, encore une autre étude en néoadjuvant, radiothérapie plus capox, capecitabine, oxaliplatine, comparé à la chimiothérapie néoadjuvante, concomitante standard chez les patients atteints de cancer du rectum localement avancé. Et donc là encore, on a des PCR tout à fait marquantes avec une toxicité acceptable. Ensuite, il y a tout un ensemble d'études sur, comme l'a dit Jean-Yves Blé, sur les anticorps conjugués. Et là, on voit la place de plus en plus importante que prennent ces anticorps armés de toxiques. Donc, le premier, c'est le sacituzumab tirumotecan pour l'étude Optitrope Brest 01. Donc, le sacituzumab tirumotecan, c'est le Trodelvy, qui a allongé la survie des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Vous savez que c'est un cancer extrêmement agressif. Donc, cette étude de phase 3 qui cible l'antigène de surface des cellules du trophoblast qui s'appelle TROP2, qui est fortement exprimé dans le cancer du sein et associé à une survie faible. Et donc, avec cet anticorps conjugué qui a un nouveau linker pour conjuguer la charge utile, qui donc permet d'améliorer avec une survie sans progression, une survie globale et un profil d'innocuité gérable, comme toujours. Il y a toujours
des effets importants, mais qui permettent de réellement avoir une avancée dans ces cancers très difficiles à traiter. On signale une étude présentée par le professeur Fabrice André, qui d'ailleurs a reçu un prix très important au cours de cette ASCO. Donc, professeur Fabrice André de l'Institut Gustave Roussy, président de l'IHU Prisme, et donc qui a présenté une étude sur le trastuzumab deruxtecan qui s'appelle Destiny-Breast 07 dans le cancer du sein avancé métastatique R2 qui ont déjà eu un traitement à base d'anti-R2 et donc avec un profil de sécurité cohérent avec ce type de traitement et une efficacité prometteuse sur ces études. Alors, il y a eu aussi une deuxième étude qui s'appelle Destiny-Breast 06, qui là s'adresse au R2 low ou ultra low, faible ou extra faible, avec le même anticorps conjugué et le même type de résultats tout à fait intéressants qui permettent de donner une place tout à fait intéressante dans ces cancers du sein métastatiques. Pour autant, les toxicités ont été assez importantes et donc il faut réellement apprendre à bien gérer ces toxicités. Sur ces anticorps conjugués, on a encore le belantamab mafodotine, le Belamaf, dans l'étude de phase 3 DREAM7 dans le myélomultiple récidivant réfractaire, où là, on a vraiment des résultats très marquants sur l'utilisation de cet anticorps conjugué et qui, là encore, devrait pouvoir faire bouger les standards of care. Je vais pas m'étendre, il y a encore le sacituzumab govitecan qui a été testé dans le carcinome urothélial et là, malheureusement, il n'a pas donné de résultats satisfaisants, ou encore le datopotamab deruxtecan dans l'essai Icarus-Lung dans le cancer du poumon non à petites cellules et avec une efficacité là encore qui cible la protéine TROP2 qui est tout à fait intéressante. Je vais juste parler des bispécifiques puisque à la première press room, la question a été posée. Alors, Esma a parlé d'un bispécifique qui a été utilisé dans le cancer du poumon. Là, j'ai noté une étude Harmonie A qui utilise l'ivonescimab, donc qui est un anticorps bispécifique anti-PD1 qui cible VEGF et qui, combiné à la chimiothérapie, a été testé dans le cancer du poumon non à petites cellules non squameux mutant par EGFR et qui a progressé après l'utilisation d'un inhibiteur de tyrosine kinase de l'EGFR. Et là, je crois que c'est aussi quelque chose d'important avec une amélioration de la survie sans progression et un profil de sécurité tout à fait gérable. Il y a eu pas mal de choses sur les CAR-T-cells également. Et puis des études, comme l'a dit Esma, sur le poumon, en particulier à souligner le poumon à petites cellules qui, à travers l'essai Adriatique, permet d'élargir l'utilisation du durvalumab qui déjà avait été déjà approuvé pour le cancer du poumon à petites cellules étendues et qui là permet de l'utiliser dans les stades limités, ce qui est quand même une avancée extrêmement intéressante puisque, comme vous le savez, le cancer du poumon à petites cellules est très difficile à traiter.
Et puis, voilà, je vais laisser peut-être Jean-Yves Blé compléter sur cette ASCO extrêmement riche qui nous amène énormément de nouveautés et qui va aussi, comme il l'a dit, sur des soins de support et par exemple l'étude MENAC qui s'intéresse à la cachexie et aux meilleures façons d'éviter aux patients de devenir cachexiques. Et voilà, c'est vraiment un ASCO extrêmement riche. Jean-Yves, je te passe la parole. Merci beaucoup, Muriel. Alors, avant de prendre quelques exemples sur différentes études, je voudrais, puisque le docteur Esma Saada va nous laisser dans quelques instants pour aller présenter, puisqu'elle est encore à l'ASCO, pour aller présenter dans la session ORL, je voudrais vous laisser l'opportunité de lui poser éventuellement quelques questions sur les études qu'elle a présentées. Esma, si tu peux rester peut-être avec nous quelques instants encore. Alors, je ne sais pas si tu vois les questions. Ah, il y a une question sur l'étude LAURA dans les cancers du poumon. Muté, alors récepteur de facteur de croissance GFR, que pensez-vous du profil de tolérance de l'osimertinib et notamment des pneumopathies interstitielles, un décès? La pneumopathie interstitielle, c'est quelque chose de difficile à gérer si on ne sait pas qu'il faut s'y attendre. Donc, je pense qu'il faut aussi se remettre dans un contexte d'un essai thérapeutique. C'est des effets secondaires qui, heureusement, restent rares, y compris avec l'osimertinib, et qui sont d'autant meilleurs pronostics qu'on les détecte tôt, avant qu'ils ne deviennent sévères. Après, il ne faut jamais oublier que malgré l'index thérapeutique amélioré de nouvelles thérapies ciblées de nouvelle génération, ça reste des traitements cytotoxiques qui traitent des maladies graves. Et donc, il faut toujours mettre en parallèle l'efficacité de ce traitement qui est réel, l'osimertinib, à côté de ce risque d'effet secondaire qui parfois peut être fatal, mais heureusement, c'est exceptionnel. Pour nous, communauté médicale, ça ne remet pas en question la place de l'osimertinib dans cette situation. Mais la réalité, c'est que la manière dont on fabrique ces médicaments, les thérapies ciblées, est telle qu'il est très vraisemblable que dans un avenir très proche, la plupart des thérapies ciblées auront des inhibiteurs de nouvelle génération, de deuxième, de troisième génération, qui, comme ça a été le cas pour les inhibiteurs de KRAS ou de ALK auparavant, voire de HER2, auront des index thérapeutiques améliorés, c'est-à-dire des efficacités qui seront de très loin meilleures, avec des profils de tolérance qui seront exceptionnels. Et c'est vers ça qu'on tend. Autre question. Alors, c'est sur Destiny 06 Breast Cancer. Alors, moi, j'avoue que le sein, je passe mon tour. Moi, je vais peut-être laisser Jean-Yves compléter, mais là, effectivement, dans Destiny Breast 06, il y a eu des cas de pneumopathie interstitielle qui est un effet connu du trastuzumab deruxtecan. Là, dans cette étude, il y a 11% des participants qui ont présenté ces pneumopathies interstitielles, donc c'est une proportion qui est habituelle. Donc, seuls 5% ont interrompu le traitement pour cette raison-là. Et malheureusement, 3 personnes sont décédées de cette toxicité. Donc, c'est vraiment un effet indésirable qu'il faut apprendre à gérer, à anticiper. Et là, je vais peut-être laisser Jean-Yves, je ne sais pas si tu as des informations sur la façon dont on gère mieux ces toxicités qui sont effectivement un vrai souci avec au moins le trastuzumab deruxtecan. Non, je pense que c'est effectivement une question majeure, la gestion des toxicités avec ces nouveaux traitements, parce qu'on a des traitements à la fois plus actifs, puisqu'on le voit dans l'étude de Destiny 06, et en même temps associés à une toxicité qui rend l'équilibre bénéfice-risque difficile à évaluer. Je pense que la clé n'est pas liée spécifiquement à cette étude, c'est d'identifier les patients les patientes qui sont effectivement candidates à développer ce type de complications, un certain nombre de facteurs de risque et probablement tout un champ d'investigation biologique et peut-être avec des outils d'intelligence artificielle nous permettront de mieux les identifier. Mais c'est une question fondamentale
Et d'ailleurs, je pense que ça rejoint un peu la question des effets secondaires de traitement adjuvant tels que l'osimertinib dans l'essai LAURA. Enfin, il faut le redire quand même, Esma l'a bien dit, hein, l'impact, la réduction du risque de rechute et de décès, il est vraiment très considérable, hein, vraiment très considérable. Et à tel point que les auteurs posent la question d'un traitement à vie. En fait, c'est une des choses que je retiendrai de cette ASCO, c'est que l'intérêt précoce, adjuvant et néoadjuvant des traitements ciblés et des immunothérapies se conforte et se confirme. C'est-à-dire que c'est des traitements qu'on va donner de plus en plus à visée préventive. Et la durée de traitement et l'optimisation de la durée du traitement va être une des questions majeures des années à venir. On est peut-être un peu loin des questions de dose désescalade sur certains modèles, dont celui-ci, se pose la question d'un traitement plus long parce qu'on a l'impression que plus long est donné le traitement, plus retarder la rechute devient significatif. Et évidemment, tout ça se jugera sur la survie sur le long terme. Ça, c'est vraiment un des éléments importants, je pense, de cette ASCO, que l'identification des traitements utilisés en situation précoce comme un outil pour guérir des patients, tout simplement. Alors, c'est guérir, lorsqu'on prend un traitement à vie, on peut discuter de la terminologie, mais c'est quand même une question importante. Je voudrais peut-être revenir sur un autre point qui a été évoqué avec l'étude positive dans le myélome, DREAM8, et également ce que soulignait Muriel sur les nouveaux essais de thérapie cellulaire par CAR-T-cell, et notamment dans les sessions développementales immunologie, où on voit des CAR-T-cell bispécifiques BCMA. C'est assez frappant de voir que les cibles sont les mêmes entre les anticorps, l'anticorps belantamab et les cibles BCMA CAR-T-cell, et que globalement, on a, avec les cellules T modifiées et les anticorps ADC, on a des outils très différents, mais très difficiles, très différents à manier aussi. La fabrication des cellules, c'est compliqué, ça prend du temps. L'utilisation d'un ADC qu'on prend de l'étagère, encore une fois off the shelf, a pas mal d'avantages. Et on a vu dans l'étude présentée en plénière et rapportée exactement au même moment dans le New England que le bénéfice est assez substantiel pour des patients dont c'est la même indication. Hein, c'est en deuxième ligne pour le myélome multiple. Donc, cellules T modifiées ou bien anticorps bispécifiques ou anticorps chargés, ça va vraiment être une des questions des années à venir qui va être compliquée à poser, parce que comment compare-t-on deux traitements qui sont développés en parallèle sur des patients similaires? On imagine que ça va être évidemment des questions académiques, mais des questions également difficiles à poser pour la recherche clinique. Autre étude dont je crois on n'a pas parlé, si on l'a déjà fait, on pourra éventuellement compléter. L'étude sur les hépatocarcinomes avec la combinaison nivolumab et Yervoy, ipilimumab, contre un traitement par anti-VEGF, en l'occurrence sorafenib ou lenvatinib, qui retrouve un gain significatif en survie. Alors, le hazard ratio est significatif, le P est significatif, et ça positionne ce traitement en première ligne de traitement des cancers du foie, cette combinaison d'immunothérapie, comme un standard thérapeutique, avec un taux de réponse qui augmente également de manière très significative. Bref, on a ici des progrès thérapeutiques importants pour une pathologie qui n'est pas la plus fréquente dans les pays occidentaux, mais qui augmente quand même en incidence du fait d'un certain nombre de phénomènes épidémiologiques causant les cancers du foie, et qui est très importante en population globale, et notamment dans les pays asiatiques. Donc, c'est évidemment une observation très, très importante. Autre observation importante, là aussi je ne crois pas qu'elle ait été rapportée, mais c'est l'étude de la chimiothérapie périopératoire dans les adénocarcinomes de l'œsophage qui était en plénière, comparée à une chimio-radiothérapie traitement standard précédent. Et bien, cette polychimiothérapie préopératoire renforcée avec le protocole FLOT améliore de manière significative la survie de ces patients, qui sont des patients connus pour être difficiles à traiter. Les progrès thérapeutiques, et c'est le message, je pense, qu'il faut retenir, ne viennent pas exclusivement de l'arrivée de nouveaux médicaments révolutionnaires dans leur mode d'action et dans leur cible, mais peuvent être également observés avec une utilisation plus appropriée de médicaments existants déjà. Et c'est vraiment toute la valeur de la recherche académique
les progrès de la cancérologie de précision sont massifs dans tous les domaines, mais il y a encore des richesses très importantes à découvrir autour d'une meilleure utilisation des médicaments dont nous disposons déjà de longue date, y compris des bons vieux cytotoxiques dont on peut se servir et qui dans le cas présenté un exemple, permet d'améliorer significativement la survie des patients. Un point peut-être sur les soins de support. Il y avait plusieurs études intéressantes qui ont été rapportées au cours de cet ASCO. En plénière, une étude, je pense, assez importante pour l'applicabilité des soins de support sur une plus large population de patients. Vous le savez, l'utilisation précoce des soins de support permet d'améliorer la qualité de vie, mais également la survie sans progression dans de nombreux modèles, notamment dans les cancers bronchiques. C'est des soins de support qui sont administrés avec des visites de patients, des visites non virtuelles, des visites en présentiel des patients à leur accompagnement, mais bien entendu, c'est compliqué d'organiser le déplacement des patients, c'est compliqué logistiquement, c'est coûteux, c'est fatigant. L'étude en question montre que l'utilisation d'une approche virtuelle pour les consultations, comme on a pu s'en servir, est également très utile. Elle permet également, avec des performances sensiblement similaires, d'offrir aux patients des chances supplémentaires avec une prise en charge précoce et avec un accompagnement qui est, en tout cas, si ce n'est pas plus simple, car c'est tout de même électronique, en tout cas, permet d'offrir un plus large nombre de patients des soins de support précoces, et c'est particulièrement important à un moment où, ne serait-ce que dans notre pays, les soins de support sont soumis à une lecture attentive, car on sait que c'est un des enjeux importants des lois qui sont en train d'être débattues. Donc, une étude vraiment assez intéressante, assez importante, et qui ouvre une dernière question qui sera peut-être plus compliquée à résoudre, qui est celle de ce qu'on appelle la e-littératie, c'est-à-dire l'accès des patients à l'électronique. On le sait, tous les patients n'ont pas d'adresse email, tous les patients n'ont pas accès facilement à des consultations virtuelles, et ce facteur-là, avoir ou pas accès, est un élément pronostic qui a été retrouvé dans plusieurs études, donc du travail encore à faire sur ces questions. Et puis les patients qui sont traités, qui sont guéris pour un cancer, sont suivis ensuite pendant des années. Un certain nombre d'études montrent désormais que ces patients doivent également continuer à faire l'objet d'une attention particulière, ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Et cette prévention tertiaire, qui a pour but de prendre en charge les éventuelles complications de la maladie et des traitements longtemps après que le patient n'ait plus de maladie active, ils sont importants. Et plusieurs études, telles que l'étude Canto, qui est une étude française pilotée par Gustave Roussy et multicentrique, qui a suivi des patients atteints de cancer du sein de manière séquentielle au fil des ans, montre de manière, par exemple, très explicite que le problème de fatigue post-traitement du cancer, qui touche à peu près un tiers 30% environ des patientes sur le long terme, à distance de tout traitement, cette fatigue est expliquée par des caractéristiques thérapeutiques des traitements antérieurs, mais également par des caractéristiques individuelles des patientes sur lesquelles il va falloir désormais travailler, car c'est pas une vie d'être en permanence fatigué. Il y a sans doute des stratégies correctives à mettre en place précocement pour s'occuper non pas seulement de la survie et de la survie sans chute, qui est évidemment très importante, mais également de la qualité de vie qui va survenir après. Et on n'a pas évoqué ici les complications, mais qui sont également un sujet important de ce type d'études. Pour finir, je voulais redire un mot des différentes études qui ont été évoquées sur les nouvelles générations d'inhibiteurs d'oncogènes. On a vraiment des masses de progrès importantes en termes d'efficacité pour les inhibiteurs de RAS, par exemple, et également d'amélioration de tolérance de ces nouveaux traitements. Donc, la médecine de précision du cancer, ça va être une médecine de précision sur laquelle on va continuer à progresser, y compris sur les cibles qui sont déjà disponibles. Et l'exemple qui a été fourni par ESMA des cancers bronchiques ALK en première ligne avec le lorlatinib est vraiment assez impressionnant. Les courbes sont vraiment assez impressionnantes, et c'est quelque chose qui est à
à regarder probablement pour la plupart des classes thérapeutiques, on l'a vu, y compris dans les classes historiques de traitement, c'est des traitements ciblés, ce ne sont pas des ADC, et ces nouvelles générations de traitements ciblés sont à la fois plus efficaces et souvent mieux tolérés, même si ce n'est pas toujours le cas, mieux tolérés, dans l'exemple que je citais du lorlatinib. C'est pas fini. Les sessions de thérapie en développement montrent bien que tant en immunothérapie qu'en thérapeutique ciblée, le nombre de nouvelles classes thérapeutiques ne cesse de croître. Peut-être un mot pour conclure sur les thérapeutiques épigénétiques qui permettent de corriger un certain nombre de caractéristiques des cellules tumorales qui sont non pas d'avoir des mutations sur leurs gènes, mais de bloquer ou de surexprimer un certain nombre de gènes à travers des processus biologiques complexes de régulation de la fonction des gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On commence à avoir des thérapeutiques épigénétiques qui sont à la fois efficaces et plutôt bien supportées, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et ces thérapeutiques épigénétiques sont sans doute un des futurs de la cancérologie dans les années à venir, notamment pour les pathologies pour lesquelles on n'a pas de mutation actionnable, étant entendu, et on va le redire peut-être pour conclure, que le gros champ de développement actuel reste celui des anticorps conjugués aux drogues, dont l'utilisation y compris pour des tumeurs qui ont de faibles niveaux d'expression, semble montrer assez régulièrement des activités très, très significatives. Donc voilà, un ASCO qui est très riche, qui pose plus comme d'habitude, plus de questions qu'il ne répond, mais qui montre que la vague de progrès continue son développement et qu'on peut réellement observer un nombre croissant de patients traités et guéris, et dont il va falloir continuer à s'occuper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Il y a une question sur la référence de l'étude sur Canto là, qui a été présentée par Jean-Yves. Donc, c'est… Dimeglio, le premier auteur, je n'ai pas la référence, mais si on interroge le Canto, on tombe dessus, c'est la 3e ou le 4e, je crois. C'est Dr Antonio Dimeglio. Oui, c'est ça. Et sur la prévention tertiaire dont vous avez parlé, professeur Blais, qu'est-ce qui devrait la prendre en charge en fait? C'est le médecin généraliste ou c'est l'oncologue? Qu'est-ce qui va s'en charger en fait? Qui est-ce qui doit prendre en charge la prévention d'une manière générale? Ça, c'est une vraie bonne question. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question pour les différents types de prévention, mais focalisons-nous sur la question de la prévention tertiaire, celle des patients guéris. Je pense que le message sous-jacent, c'est que comme on guérit plus de patients et que les effets secondaires et le suivi des traitements est bien connu par les oncologues qui ont traité le patient, je pense que ça doit s'orchestrer, si ce n'est autour du centre d'oncologie, au moins sous le pilotage de l'oncologue qui aura suivi le patient et certainement en lien avec la ville. Mais je pense que tout reste à construire et qu'un certain nombre d'établissements ont commencé à organiser des consultations de prévention tertiaire qui sont vraiment assez remarquables et qui identifient des problèmes qu'on n'identifiait pas, qui permettent de traiter des gens précocement. Puis j'en rajoute un autre que je cite souvent, mais qui est une réalité. Avec la guérison d'un nombre croissant de cancers, on voit également un nombre croissant de second, troisième, quatrième cancer chez les patients qui sont guéris. Le fait d'avoir eu un premier cancer fait que 5 ans après, on a à peu près une dizaine de % de risque d'avoir fait un deuxième cancer, tout cancer confondu. Puis ça augmente au fur et à mesure, mais ça ne se voit que parce qu'on guérit les cancers précédents. Et ça, c'est une autre raison pour garder les patients dans un circuit de surveillance et de prise en charge qui soit approprié. Encore une fois, entre l'établissement hospitalier et la ville, je crois qu'il faut faire sortir au maximum les patients, mais en étant vigilant sur notre capacité à identifier précocement ces patients, parce que c'est de la prévention. Si on identifie précocement, on sera plus efficace, tout comme pour la prévention primaire ou la prévention secondaire avec le dépistage. Est-ce que vous avez des exemples d'études sur les thérapies épigénétiques? Oui, il y en a une qui m'a bien plu, que je vous invite à regarder, qui est une étude sur un inhibiteur des lysines acétyltransférases 4-6. Je crois qu'elle est dans la session Developmental Therapeutics. C'est sur les cancers du sein. Et c'est
par rapport aux premières générations de thérapeutiques épigénétiques, ça semble à la fois mieux toléré, plus efficace, avec des signaux d'activité qui sont assez significatifs. C'est celle-ci que j'ai particulièrement retenue, parce que c'était probablement une des plus efficaces. Mais il y en a sans doute d'autres. Je n'ai pas vu l'ensemble, c'est très riche. Il y en a une qu'on a présentée l'année dernière et qui est en cours, qui s'appelle PEVO, qui est donc qu'on réalise à Unicancer, et donc on espère que ça va donner quelques résultats intéressants peut-être au prochain ASCO, qui sait. En tout cas, c'est une des voies indiscutables sur l'avenir. Au demeurant, d'ailleurs, on pourrait discuter que le thérapeutique épigénétique, parce qu'il s'agit de remettre les gènes à un niveau d'expression des gènes. On essaye également déjà de les traiter en traitant, par exemple, avec des anticorps drogue conjugués, les surexpressions d'antigènes qui ne devraient pas être exprimés. Mais là, c'est plus direct, c'est plus directement au niveau de l'expression du gène. Et justement, à propos de ces mutations génétiques, où est-ce qu'on en est de la pratique des tests génétiques en cancérologie? Le cancer, c'est une maladie des gènes, et en 2024, il faut que le patient puisse bénéficier de sa caractérisation moléculaire lorsqu'on a un impact sur son traitement. Or, il se trouve qu'un nombre croissant de patients et de pathologies ont besoin d'avoir cette information pour avoir la thérapeutique la plus adaptée possible. Alors, en France, on dispose d'un système remarquable, la sécurité sociale, mais qui est parfois un tout petit peu lent à dérouler ses promesses, avec le remboursement des tests de caractérisation génétique somatique ou d'oncogénétique qui peuvent être compliqués. Les choses progressent cependant, puisqu'on apprend que la caractérisation d'altérations de gènes tels que BRCA1, BRCA2, qui sont très très importants, notamment pour décider du traitement pour des cancers de l'ovaire ou pour des cancers du sein ou pour des cancers du pancréas ou pour des cancers de la prostate, etc., va être prise en charge dans le droit commun, c'est-à-dire hors exception. C'est une bonne nouvelle. C'est un premier pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'il y a une vraie prise de conscience collective qu'il faut que nous avancions collectivement sur ces sujets, et que je pense que on devrait corriger ces petits retards dans les années à venir. Bien, pour dire, si je peux me permettre, donc c'est vraiment la condition du développement de la médecine de précision. Vous savez, c'est vraiment ça qui est en toile de fond tous les ASCO, tous les ans. On voit que c'est ça qui est le progrès majeur et vers lequel on doit tous tendre, parce que arriver à identifier les caractéristiques d'un patient particulier, chaque patient est unique, son cancer est unique et il a ses caractéristiques, donc plus on aura accès à des tests qui permettront de mieux caractériser sa tumeur et la personne dans son ensemble, mieux on saura quel est le traitement le plus adapté à sa situation, et plus on évitera des errances thérapeutiques qui le soumettent à des effets indésirables ou à une efficacité ou à une efficacité limitée, alors qu'on pourrait lui donner un meilleur traitement. Mais c'est aussi des dépenses de l'assurance maladie qui sont injustifiées, qui sont mal jouées. Et donc, aller vers cette médecine de précision et mieux rembourser. Alors, bien sûr, on ne va pas rembourser sans savoir si un test est valide ou pas, mais à partir du moment où on a développé une thérapie avec un test pour lequel on a un certain nombre de certitudes, il faut donner accès aux patients à ces tests, sinon on n'aura pas ces progrès attendus vers la médecine de précision. C'est un dilemme d'arriver à prendre en charge peut-être de façon plus réactive, en ayant des procédures qui soient plus simples et plus courtes, mais qui permettent quand même de garantir qu'on a les tests et les traitements les plus adaptés. Merci beaucoup. Je crois que j'ai raté une question de David Bem. Si on peut remonter. On est toujours sur la recherche de X mutations particulières et non sur Vous l'avez, vous. Oui.
Alors, la question du séquençage complet de la tumeur, c'est vraiment une bonne question. Comme vous le savez tous et toutes, la France, le Royaume-Uni avant la France et puis plein d'autres pays se sont armés de plateformes pour faire du séquençage de l'ensemble du génome des 3 milliards de paires de bases de chaque tumeur en théorie. Donc, les plateformes sont disponibles et l'information est disponible et on a déjà des résultats. La question de fond, c'est est-ce que c'est utile de faire tout ça? Aujourd'hui, clairement, c'est cognitif. Ça permet d'accumuler des informations qui vont être utilisées dans les années à venir pour mieux comprendre. Mais pour l'instant, ça ne sert pas directement à la majorité des patients, en fait. Des panels plus courts, attendons-nous bien, hein, pas 3 gènes, 500 gènes ou 1000 gènes, peuvent donner des informations suffisantes pour décider d'une thérapeutique ou décider d'une abstention thérapeutique au contraire. Et le rôle du séquençage de l'ensemble du génome, du séquençage de l'ensemble de l'exome, le WGS ou le WES, ou de l'analyse du séquençage de l'ARN total, est actuellement vraiment un objectif qui est cognitif, plus que de service par rapport à un panel plus limité. Mais j'ai aucun doute que dans quelques années, la réponse sera exactement l'inverse. Merci beaucoup. Là, j'ai une question sur une étude que vous aviez, dont vous aviez parlé la semaine dernière sur le cannabis thérapeutique. Est-ce celle-ci on ne peut pas vous répondre, Aude, on regardera et puis on vous répondra par mail. En fait, c'était une étude, c'était pas moi, mais c'était une étude qui montrait que le cannabis n'avait pas d'effet sur les douleurs, ou en tout cas les avancées des cancers. Il faudrait regarder les résultats exacts, mais en tout cas, les espoirs qu'on met dans le cannabis n'étaient pas du tout remplis par les résultats de cette étude, et visiblement aux US, ils sont sur les mêmes conclusions. L'information importante de ce type d'étude, parce que alors, pour le coup, je n'ai pas vu cette étude, mais il y en a eu d'autres, c'est que ces thérapeutiques complémentaires, elles doivent faire l'évaluation avec la même rigueur que celle qu'on a avec les thérapeutiques innovantes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu en consultation un patient qui m'a certifié que cette douleur était enfin traitée efficacement par le CBD, ce que je veux bien croire à l'échelle individuelle. Mais lorsqu'on regarde un groupe de patients et qu'on randomise et qu'on voit qu'il n'y a aucune différence entre le traitement classique ou le placebo, en l'occurrence, et le CBD, ça a un poids beaucoup plus important que des observations qui sont des observations anecdotiques qui n'ont pas la rigueur. Donc, les thérapeutiques complémentaires, comme les thérapeutiques de fond, essayer randomiser, rigueur, c'est ça qui nous permettra d'avancer. Il faut être prêt à abandonner ses certitudes, c'est le principe même de la science d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On arrive à la fin de cette session. Je vous remercie encore beaucoup, professeur Jean-Yves Blais, professeur Muriel Dahan, pour votre contribution active, parce que grâce à vous et aux experts que vous avez invités à ces sessions, on a pu vraiment décrypter les grandes tendances de l'ASCO. De toute façon, on reste à votre disposition, à vous journalistes, si vous voulez des précisions d'études ou des interviews, etc. Vous pouvez nous contacter, ça vous le savez. Merci donc à Unicancer de sa fidélité. Unicancer qui rassemble 18 centres de lutte contre le cancer. Et merci également à nos partenaires industriels AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK et MSD. Voilà, grâce à vous tous, on a pu vivre cet ASCO en direct. Je crois que Esma Saada est repartie dans une salle suivre une session ou présenter une session, comme vous me disiez, Jean-Yves, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle nous a fait, c'était vraiment très, très gentil de faire son ASCO, sa session pour venir vous parler. Voilà, merci à tous, merci aux journalistes qui nous ont suivis pendant cette semaine. Et j'espère à l'année prochaine. Avec plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.